est diffusée sur la chaîne concurrente. Et voilà pour la revue de presse. Et je vous rappelle en termes de débat d'ailleurs que ce soir sur la une télé, juste après le JT, il y aura face à face un duel entre Didier Reynders et Elio Di Rupo. Restez bien avec nous. On va à présent rejoindre le studio élection. Ce matin, on s'intéresse aux partis émergents et pour cela, on va retrouver Bertrand Haine donc dans le studio élection. Votre premier invité, Bertrand, ce matin, c'est Mickaël Modrikamen pour le PP. Et le président du Parti populaire. Bonjour Mickaël Modrikamen. Bonjour. Vous êtes crédité dans le dernier sondage de La Libre, qui est publié ce matin, de 5,8% des voix en Wallonie et de 3,8% à Bruxelles. Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? 5,8% en Wallonie, 3,8% à Bruxelles. On va noter qu'à Bruxelles, aux dernières élections 2010, vous étiez à 3,5%. Hein. Tout d'abord, d'autres sondages nous placent déjà à 7%. Hein, ceux du soir, et RTL nous placent déjà plus haut. Donc tout ceci devrait nous donner un certain nombre de députés fédéraux, également à la région wallonne et à la région bruxelloise, parce que je vous rappelle que ramener effectivement au seul côté francophone à la région bruxelloise, on passe déjà le seul 5%. Le PP, il espère quoi le 25 mai au soir? Plusieurs députés dans plusieurs assemblées? Bien sûr, et un député européen avec Luc Trulmans. Nous espérons pouvoir peser d'une manière ou d'une autre donc, sur la vie politique et permettre de changer de cap. Donc d'abord se faire entendre au Parlement et pourquoi pas, je l'ai dit, si on va vers un gouvernement de centre droit sans le PS, nous serions prêts à participer et soutenir un gouvernement. Parce que vous êtes clairement candidat au pouvoir. Oui, nous sommes à la fois un parti de rupture, mais nous sommes aussi un parti de responsabilité. Nous ne sommes pas un parti tribunicien, c'est-à-dire un parti simplement qui critique, conteste. Nous avons vocation effectivement à assumer des responsabilités, comme la NVA au Nord ou comme l'UDC Suisse, premier parti de Suisse, parti de rupture aussi par exemple, mais qui est au pouvoir depuis 10 ans en Suisse. Mais ça veut dire que, contrairement à ce que disent certains, notamment OMR, pour vous, c'est un vote utile à droite? Pour celui qui a envie de voter à droite, c'est un vote utile, c'est un vote de gouvernement, vous dites? Pas seulement à droite, c'est un vote de rupture par rapport à tous les partis traditionnels, pas seulement OMR. Mais je crois que beaucoup de gens qui voudraient voter MR doivent savoir que s'ils votent pour le MR ne veut faire qu'une chose, s'il a beaucoup de voix, c'est s'allier au PS. Nous ne voulons absolument pas nous allier au PS, que du contraire, nous pensons que le PS doit être dans l'opposition le plus longtemps possible pour redresser la Wallonie, pour faire les réformes qui s'imposent d'une part, et j'ai envie de dire aussi pour le PS lui-même, parce qu'il n'est plus devenu qu'un parti de pouvoir pour le pouvoir, avec toutes les dérives que l'on connaît, le népotisme, le clientélisme. Donc ce serait mieux pour eux et pour la Wallonie d'être dans l'opposition. Alors on va parler de votre programme, le PP qui se définit comme une sentinelle dans la nuit. Hein, au tout début de l'introduction de votre programme, c'était poétique. Vous dites plus loin, notre société européenne est en train de mourir à petit feu. Pourquoi est-ce qu'elle meurt? Qu'est-ce qui tue l'Europe? Mais je pense que c'est tout d'abord, on est un peu déboussolé. On ne croit plus en son passé, on ne croit pas en son avenir. Les valeurs sont en train de s'effriter. Et nous pensons que par rapport à tous les défis justement qui se posent dans le monde, c'est bien sûr les défis économiques. Hein. Tout d'abord, il est temps de se réveiller. Pour ceux qui voyagent un petit peu, qui voient le dynamisme de certaines régions telles que l'Asie et autres, on apparaît vieux, vieillissant, on ne croit pas en grand-chose. Nos valeurs aussi, sont attaquées. Il y a une montée en puissance de l'islamisme dans le monde. Et il est clair qu'ils ont une vocation, l'islamisme politique a une vocation hégémonique. Et elles sont attaquées ici en Europe? Clairement, même si c'est à la marge pour l'instant, hein, les Sharia for Belgium et autres, tout ça est à la marge, certes. Mais bon, en attendant, il y a 200 à 300 jeunes nés ici qui sont en train de se battre en Syrie et de commettre les pires exactions, d'une part. Et puis, il y a toutes ces petites choses, c'est érodé, nos valeurs sont érodées. Je donne un exemple. Hein, en Angleterre, on vient de permettre des testaments compatibles avec la Sharia, qui permettent, par exemple, de déshériter les femmes au profit des garçons. Ça, c'est une atteinte à des valeurs fondamentales telles que l'égalité homme-femme. Il y a une décadence? Oui, en tout cas, il y a une forme d'amollissement par rapport à nos valeurs, et je pense que nous allons dans la mauvaise direction. Et au-delà des changements politiques, ce que nous voulons, mais bon, quel PP pour le commander ou autre, c'est un sursaut des consciences pour prendre soin de notre passé, de ce que nous sommes, de ce que nous avons de meilleur, pas seulement se flageller, se critiquer et se projeter dans le futur. Il faut faire une Europe clairement judéo-chrétienne dans les valeurs. Il faut revenir à ça. En tout cas, judéo-chrétien matinée des Lumières, mais en tout cas ne pas renier ce que nous sommes et pas ne voir que les aspects négatifs qui ont existé, mais tout ce que nous avons apporté aussi. Oui, sur le fond de votre vision politique, vous avez dit dans une interview à l'Écho en 2011, et je vais vous citer, un mouvement de retour vers les aspirations du peuple grandit en Europe avec Geert Wilders aux Pays-Bas, Marine Le Pen en France, qui transforme le Front National. C'est plus une extrême droite critiquable, mais une droite qui s'assume avec un côté populaire, et nous on s'inscrit dans ce mouvement. C'est ce mouvement de retour à la nation que vous voulez?
C'est un mouvement de retour d'abord à la nation en partie, au bon sens, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi européen, mais je pense que l'Europe a négligé complètement les identités nationales, qu'il faut les respecter par rapport à tout ça. Et puis retour au bon sens, écouter les gens dans leurs préoccupations, ne pas leur imposer des décisions qui viennent d'en haut et qui ne tiennent justement pas compte de ces sensibilités. Maintenant, chacun y vient avec son ADN propre. Moi, je ne suis pas Marine Le Pen, je ne suis pas Geert Wilders. Mais ça ne vous dérange pas de, je vais dire, vous retrouver à leur côté, à côté de Christophe Blocher du DC Suisse, de Geert Wilders, même si vous n'avez pas partagé pas toutes les idées, c'est dans cette famille-là que vous vous sentez chez vous, mais quoi. nous sentons une famille qui s'assume effectivement, qui fait dans tous les pays d'Europe entre 15 et 35%, qui n'était pas représentée en Wallonie, qui l'est en Flandre avec la NVA, parce qu'ils en font partie d'une manière ou d'une autre, chacun avec ses sensibilités propres. Mais bon, je l'ai dit, moi je ne partage pas toutes les aspirations de Le Pen ou de Wilders. Par exemple, Wilders, moi je pense que le parti politique n'est pas là pour critiquer une religion en tant que telle, ce qu'il fait. Moi je conteste les aspects politiques. Le UKIP britannique... Parti indépendantiste britannique, oui. 38% d'intention de vote pour l'instant. Voilà, je me retrouve dans le programme socio-économique, mais pas dans les aspirations indépendantistes de la Grande-Bretagne. Quand Geert Wilders, par exemple, dit il y a trop de Marocains aux Pays-Bas, il faut moins de Marocains, vous pourriez le dire ça ou pas pour la Belgique? Non, je ne le dirai pas. Moi, je dis simplement que ceux qui viennent ici, doivent s'adapter à nos valeurs, premièrement, et deux, doivent venir pour contribuer au bien-être commun. Et ceux qui respectent ces conditions sont les bienvenus, doivent être respectés. Mais il n'y a pas trop d'immigrés en Belgique? Mais je pense qu'il y a eu des masses d'immigration et qu'il est temps maintenant de mettre un stop pour permettre justement l'intégration de ceux qui sont ici. Notez que c'est une revendication qui vient des Belges de souche et je l'entends de plus en plus de la part des immigrés qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans qui nous disent il est temps de mettre un stop parce que nous sommes venus ici, nous avons travaillé, nous avons contribué, on voit d'autres qui arrivent, qui débarquent, qui se voient consentir une série d'avantages, ça ne va pas. Il y a plusieurs études, notamment celle de l'OCDE en 2013, qui montrent que globalement, les ménages issus de l'immigration en Belgique, qu'ils soient mixtes ou qu'ils soient tous les deux issus de l'immigration, participent de manière nette à la richesse publique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Même en Belgique, oui. Ça veut dire que notre modèle, il fonctionne finalement. Permettez-moi de relativiser, parce que notre chiffre NSS belge, si 65% des Belges de souche ou des Européens établis en Belgique en âge de travailler, ils ne sont que 40% dans l'immigration non européenne. Donc il y a un gap de 25% qui était... Vous faites une différence clairement entre immigration européenne et non européenne. Oui, parce faut gérer les deux différemment. Je pense que nous avons été extrêmement attractifs en termes de sécurité sociale. On a attiré beaucoup de gens, dont une partie, moi je ne généralise pas, je ne stigmatise, une partie, c'est attiré en disant il y a une série d'avantages qu'on nous consent, qu'on nous accorde immédiatement, sans travailler, sans avoir cotisé, et ça ne va pas. Parce que nous n'avons plus les moyens et parce que c'est une question de justice sociale aussi. Il n'y a pas de droit sans obligation, il n'y a pas de droit sans devoir. Ouais, sur votre site, hier, j'ai navigué un petit peu pour voir vos propositions, votre programme. Je voyais en ligne une vidéo de la première télévision russe où vous êtes interrogé avec d'ailleurs Luc Trulemans, qui dénonce, et je cite le reportage, les lois odieuses sur l'homosexualité en Belgique, l'invasion des musulmans qui ne respectent pas les lois européennes. C'est un modèle, la Russie de Vladimir Poutine, qui a pris des mesures très dures, notamment sur les lois homosexuelles, ou pas? Alors, d'abord, moi, je vous dis, je suis pour une alliance de l'Occident, je veux dire, forte. J'étais plutôt pro-américain toute ma vie, atlantiste, mais je constate que la Russie est un élément important. Par exemple, je ne partage absolument pas la politique anti-russe qui est menée par rapport à l'Ukraine. Pour vous, il faut un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Clairement, en tout cas, des Américains, des Européens et des Russes. Parce que nous avons des défis en commun, notamment face à l'islamisme, je l'ai dit, qui est sa montée en puissance. Et donc, il faut éviter de diviser. Maintenant, bon, la télévision russe a consacré un reportage, je veux dire, sur l'Europe, ce qui est en train de se passer. Nous avons été interviewés. Moi, je ne porte pas la responsabilité des propos. Mais ce que je voulais dire par là, est-ce que la Russie de Vladimir Poutine, ce retour de l'autorité de Vladimir Poutine, c'est un modèle pour vous? On essaie d'imaginer la société du PP, hein. Mais la société du PP, elle est profondément démocratique, mais elle affirme aussi des valeurs dont nous ne sommes pas dans la contrition permanente, comme on le voit trop souvent, et donnons effectivement prééminence à ce qui forme notre passé, notre terreau, et nous disons que ceux qui viennent ici doivent s'intégrer à ces valeurs, et ce n'est pas à nous à faire l'effort de nous intégrer aux valeurs des autres. Ouais, dans votre chapitre sur la sécurité, vous dites qu'il faut assouplir la loi sur les armes. Il faut faire un petit peu comme aux États-Unis? Alors, ce qu'on dit très clairement, quel est le scandale aujourd'hui?
c'est que l'honnête citoyen qui veut acheter une arme, détenir une arme chez lui pour se défendre, parce que simplement il a peur, il ne peut plus le faire aujourd'hui. Alors que c'est plus difficile qu'avant. C'est très difficile. Vous ne pouvez pas, si vous dites c'est pour ma sécurité, vous ne pouvez pas. Vous pouvez devenir tireur sportif, ça oui, mais vous ne pouvez pas. Je veux dire, le délinquant, il lui faut 2 heures pour acheter une arme de poing, voire une Kalachnikov, entre 200 et 500 euros. De manière illégale. Voilà, hein, oui. illégale bien sûr. Moi, je reviens à une situation simplement où il y a 20 ou 30 ans, quelqu'un qui est en insécurité, une personne âgée qui dit moi je veux détenir une arme de poing chez moi, moyennant un test, etc., ben, il pouvait la détenir. On veut revenir à une situation d'il y a 20 ou 30 ans qui a existé pendant 150 ans dans ce pays. Tout simplement, je pense que quelqu'un peut détenir une arme chez lui, s'il a un certificat de bonne vie et mœurs, si on a fait un certificat comme quoi il est sain d'esprit, bien sûr. Mais quand on voit la règle est tellement tatillonne aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile de détenir une arme pour se Une dernière question, vous êtes pour ou contre le retour à la peine de mort, André Kamen? Écoutez, j'étais très clair là-dessus. Je l'ai dit, je pense qu'il y a